Ma belle-mère a versé des immondices sur ma robe de mariée et est partie, laissant une note, connais ta place. J'ai enfilé la robe quand même, j'ai pris le bras de mon père, et j'ai descendu l'allée. Ma belle-mère a versé de l'eau usée et rance sur ma robe de mariée, 3 heures avant la cérémonie. Elle a laissé une note glisser dans la dentelle. 2 mots. Manuscrit, connais ta place. J'ai immédiatement reconnu l'écriture d'Eleanor Whitmore. Elle écrivait chaque insulte comme une carte de remerciement. La cursive précise et contrôlée d'une femme qui avait appris que la cruauté est plus efficace quand elle ressemble à autre chose. La tache s'était étendue sur le corsage de soie, une explosion sombre et hideuse, du genre unique à la soie, tirant la couleur profondément dans le tissage où elle devient partie intégrante du tissu au lieu de rester en surface. Ma demoiselle d'honneur, Tessa, se tenait derrière moi, le souffle coupé, retenant l'instant comme on retient une chose qui pourrait se briser si on la posait. Qui a fait ça? J'ai ramassé la note avec 2 doigts. Tessa a saisi son téléphone. On appelle la sécurité. Non. Elle m'a fixé. Non. Je me suis regardé dans le miroir. Cheveux parfaits. L'huile marocaine avait tenu après 2 heures de chaleur et 2 verres de champagne. Maquillage intact. Main calme. La robe ruinée de la poitrine à la taille, les taches s'étalant comme une sombre géographie sur le corsage de soie. J'ai besoin de remonter 18 mois en arrière, pour expliquer pourquoi mes mains étaient calmes, car cette immobilité n'était pas un rôle que je jouais. C'était quelque chose que je construisais depuis longtemps, dossier de preuve après dossier de preuve. J'étais expert comptable judiciaire senior pour la division des crimes financiers du procureur de l'État depuis 4 ans, lorsque j'ai rencontré Daniel Whitmore à un dîner de conférence en février. J'étais là pour représenter l'unité de corruption publique de la division. Il représentait la Fondation Whitmore, une organisation caritative établie par sa famille au début des années 2000, qui finançait des programmes artistiques et des initiatives d'éducation des jeunes à travers l'État, et dont le profil public était exactement aussi soigné que l'on peut s'y attendre d'une famille qu'il avait délibérément polie pendant 20 ans. Daniel était facile à aimer, c'est la façon exacte de le dire. Il avait de bonnes manières, un humour authentique, et cette qualité spécifique de chaleur qui vient de quelqu'un qui est réellement intéressé par les gens présents dans la pièce, plutôt que de simplement simuler un intérêt. Et j'ai découvert, après la conférence, puis au printemps, et tout au long d'un été qui est devenu quelque chose d'inattendu, que mon instinct professionnel pour identifier les présentations construites ne se déclenchait pas avec lui comme il le faisait. Parfois. Il aurait dû. Je le sais maintenant. Mais j'avais 31 ans, et j'avais passé 4 ans dans un travail qui m'obligeait à supposer le pire concernant les déclarations financières des gens, et il y avait quelque chose de vraiment reposant chez un homme qui semblait, selon toutes les mesures que j'appliquais à l'époque, être simplement ce qu'il paraissait être. Eleanor Whitmore était tout autre. Elle m'appelait « ma chérie », avec une précision qui donnait au mot un sens différent à chaque fois, selon la personne présente dans la pièce. Quand les membres du conseil d'administration de la Fondation Whitmore étaient là, ma chérie signifiait « regardez comme je suis généreuse envers cette fille ». Quand c'était juste la famille, ça signifiait « vous êtes toléré ici comme un meuble est toléré, et j'aimerais que vous le compreniez ». Quand c'était ma famille, la seule fois où mes parents ont rencontré les siens, lors d'un dîner dans la maison du Connecticut qu'Eleanor avait organisé avec la chaleur spécifique d'une femme invitant des invités à les inspecter. Ma chérie signifiait « je veux que tout le monde dans cette pièce comprenne l'arrangement, tel que je l'ai compris depuis le début. Votre fille a de la chance, et je suis gracieuse, et ces 2 faits ont une relation très spécifique l'un avec l'autre. Elle a dit à ses amis que j'étais jolie pour quelqu'un sans antécédent, ce que je sais car l'une de ses amies me l'a dit directement, 3 mois après mes fiançailles, pensant me faire un compliment.
Elle a demandé à mon père, pendant le dîner, si son entreprise traversait bien l'économie. Sur un ton qui faisait de la question une déclaration sur la réponse qu'elle supposait, elle a envoyé à Daniel des articles sur les couples aux fondations socio-économiques différentes et les défis qu'ils rencontraient, transmis par email sans objet. Que j'ai trouvé parce que Daniel laissait son ordinateur portable ouvert, comme il laissait tout ouvert, partant du principe que je n'étais pas une personne qui saurait quoi faire avec ce que je trouvais. Daniel appelait la cruauté de sa mère, protection. Elle protège juste la famille. Elle a grandi à une autre époque. Elle veut le meilleur pour nous. Chacune d'eux. Ces phrases étaient une porte qu'il avait ouverte pour me laisser passer, puis qu'il avait refermée derrière moi. Et après 18 mois à passer et à me retrouver de l'autre côté sans plus d'espace pour bouger, j'avais commencé à comprendre que ce recadrage n'était pas accidentel. Un homme qui ne pouvait pas voir la cruauté de sa mère est un type de problème. Un homme qui la voit, lui donne un autre nom, puis vous regarde pour voir si vous accepterez ce nom. C'est un problème différent. J'ai accepté le nom trop longtemps. C'était ma part. La première boucle a commencé 11 mois avant le mariage, lorsque j'ai remarqué une anomalie dans une série de transferts entre le compte d'exploitation de la Fondation Whitmore et une entité de holding que je ne reconnaissais pas. Je veux être précise sur la façon dont cela s'est passé, car la façon dont cela s'est passé est importante. Je ne l'ai pas cherché. Je n'enquêtais ni sur Daniel ni sur sa famille. J'étais assise à ma table de cuisine un dimanche matin, avec une tasse de café et l'ordinateur portable de Daniel. Il m'avait demandé d'imprimer un document pendant qu'il prenait sa douche, l'avait laissé ouvert, et le fil de discussion que j'ai accidentellement survolé en naviguant vers l'icône de l'imprimante contenait une confirmation de virement bancaire que mon cerveau professionnel a signalé avant que mon cerveau personnel n'ait eu la chance de décider si je devais détourner le regard. Le virement était de 47 000 $ du fonds d'éducation artistique de la Fondation Whitmore vers une entité appelée Harmon Investment Group LLC. Je n'ai pas imprimé le document. J'ai photographié l'écran avec mon téléphone, le même réflexe que j'avais développé en 4 ans à trouver des choses qui devaient être documentées avant de pouvoir être traitées. Je me suis dit qu'il y avait probablement une explication. Le téléphone est comme une pièce à conviction. Quand on ne sait pas encore à quel dossier elle appartient. La deuxième boucle, ce sont les appels téléphoniques. Daniel avait toujours pris certains appels en privé, dans le garage ou lors de promenades qu'il décrivait comme ayant besoin d'air frais. J'aurais classé cela comme une préférence de personnalité, une introversion d'un certain type. Mais 8 mois avant le mariage, j'ai remarqué que la fréquence avait augmenté. Et que les appels coïncidaient. Quand je les ai recoupés avec une chronologie que je construisais pour des raisons que je ne m'étais pas encore pleinement admises, avec des articles de presse sur la Fondation Whitmore, un renouvellement de leur contrat de financement artistique de l'État. Une décision de zonage sur un projet d'hôtel que la famille Whitmore essayait de développer. Depuis 3 ans, le zonage de l'hôtel. C'est ce fil qui a tiré tout le reste. La troisième boucle était le document de responsabilité. 90 jours. Avant le mariage, un avocat nommé Grégory Patel Daniel l'avait présenté comme notre conseiller familial. Lors d'un dîner des mois plus tôt, on m'a envoyé un document décrit comme un instrument de protection des actifs conjoints en prévision du mariage. Le présentant comme une planification successorale de routine. Je l'ai lu comme je lis chaque document financier, c'est-à-dire entièrement, y compris les notes de bas de page, et j'ai trouvé à la page 7 une clause qui m'aurait rendu solidairement responsable des dettes et obligations de la Fondation Whitmore, à compter de la date du mariage. Ce n'est pas de la planification successorale de routine. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans la planification successorale de routine. C'est un mécanisme juridique très spécifique, et il figurait dans un document décrit comme autre chose.
Et il m'avait été envoyé avec l'attente que je le signe, parce que Daniel avait décrit ma carrière comme faire des chiffres pour le gouvernement pendant 18 mois. Et ni lui, ni sa mère, ni l'avocat de sa famille n'avaient jamais montré de conscience que l'entité gouvernementale pour laquelle je faisais des chiffres était la division des crimes financiers du procureur de l'État. Je ne l'ai pas signé. J'ai photographié la page 7, de la même manière que j'avais photographié l'email, et je l'ai ajouté à un dossier sur mon disque chiffré personnel qui, en 9 mois, était passé d'une photo à 47 pièces à conviction. La quatrième boucle, c'était Eleanor elle-même. J'avais géré la cruauté d'Eleanor avec la patience spécifique d'une femme qui a décidé que le long terme est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué, mais cela a dégénéré le mois précédant le mariage, de manière à laisser moins de place à la gestion. Elle a fait 2 commentaires séparés sur les finances de mon père devant d'autres invités lors d'événements. Votre famille doit être à l'étroit, et j'imagine que tout cela est très accablant pour quelqu'un de votre milieu. Cela a servi de test pour savoir si je pouvais être publiquement diminué, et si cette diminution serait perçue autrement que comme une différence de classe et une préoccupation maternelle. J'ai absorbé les 2 sans répondre, ce qu'elle a interprété comme une faiblesse, et ce que j'ai compris comme l'accumulation de preuves vers une conclusion qui était presque prête à être tirée. La 5e boucle, c'est quand j'ai su que le moment était presque venu. 48 heures avant le mariage, le bureau du procureur de l'État a reçu un tuyau anonyme concernant des irrégularités dans les finances de la Fondation Whitmore, acheminé par un canal de réception sécurisé. Je n'ai pas été l'enquêteur assigné, par protocole, en raison de ma relation avec le sujet. Mais j'avais été la personne qui, 3 mois plus tôt, avait fait un signalement interne discret à ma superviseure, la procureure adjointe de l'État Patricia Wells, 21 ans de poursuite, les 8 dernières en crime financier qui contenait 47 pièces à conviction. Et un mémo de synthèse qui m'avait pris 4 heures à écrire et 10 secondes à envoyer. Patricia m'avait appelé dans son bureau le lendemain matin, avait fermé la porte, et m'avait dit: vous savez que cela signifie que je ne peux pas vous assigner au dossier. Je sais, avais-je répondu. Vous savez aussi que si ces éléments sont exacts, ce qui, d'après une lecture préliminaire, semble être le cas, le calendrier par rapport à votre mariage imminent crée une question importante concernant votre sécurité personnelle. Je sais aussi cela, avais-je dit. Elle m'a regardé un instant. De quoi avez-vous besoin de nous pour le jour du mariage? J'ai besoin de décrire ce que l'enquête avait trouvé, car je pense que les gens entendent parfois parler de fraude caritative et imaginent quelque chose d'abstrait, et ce que la Fondation Whitmore avait fait n'était pas abstrait, c'était spécifique. Et la spécificité importait aux personnes qu'elle avait lésées. La Fondation Whitmore avait collecté environ 4,2 millions de dollars sur 7 ans pour des programmes d'éducation artistique, des bourses pour la jeunesse, et des initiatives musicales communautaires, des événements publics, des galas, des soutiens de célébrités soigneusement cultivés pendant 2 décennies. Un conseil d'administration dont la composition avait été sélectionnée, j'ai compris après avoir examiné les procès-verbaux, pour inclure des personnes qui feraient confiance à la gestion des fonds par la famille plutôt que de l'examiner. L'enquêteur principal Thomas Reeves, 18 ans d'expérience dans les enquêtes sur les crimes financiers, avait été affecté à l'affaire après mon signalement. Son équipe a découvert, après 3 mois de travail, qu'environ 1,1 million de dollars de ces fonds avaient été détournés via une série de sociétés écrans. Harmon Investment Group LLC étant la première et la plus importante pour couvrir des dettes personnelles, des pertes de jeux provenant d'un compte de casino au nom de Daniel, et 2 séries de paiements à un fonctionnaire de l'urbanisme nommé Paul Carré qui avait été impliqué dans le vote du conseil municipal sur le développement de l'hôtel Whitmore. Le projet hôtelier avait été autorisé. Carré avait voté en faveur. Le paiement avait été effectué via une entité de niveau retirée des comptes de la fondation. C'était le genre de
Construction qui nécessite quelqu'un qui la cherche, et le genre de recherche qui nécessite quelqu'un qui sait où chercher. Karen Liang, spécialiste des documents médico-légaux, 9 ans au laboratoire du procureur de l'État, 2 articles de recherche publiés sur l'authentification numérique de documents, avait confirmé l'authenticité des registres financiers et signalé un élément supplémentaire qui a fait passer l'affaire du civil au pénal. 3 signatures sur des documents de décaissement de la Fondation semblaient, d'après l'analyse comparative, avoir été exécutées par Daniel plus tôt que par le président du conseil dont le nom figurait dessus au nom pas falsifié. De manière grossière, mais reproduite avec la pratique et la patience de quelqu'un qui a signé de nombreux documents et avait compris que le processus d'examen interne de la Fondation ne scrutiniserait pas de près les signatures individuelles. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que quelqu'un dans la pièce le ferait. Grégory Patel, l'avocat de la famille qui avait signé le rapport, m'avait envoyé le document de responsabilité, avait sa propre exposition inconfortable. Son cabinet avait rédigé la structure d'entité utilisée pour les détournements, et le mémo qu'il avait déposé concernant la recommandation de zonage de l'hôtel Whitmore avait été copié, à un certain moment dans le fil des documents, à la même entité de holding qui recevait les fonds de la Fondation. Que l'implication de Patel relève d'une conduite criminelle est une question traitée séparément. Son cabinet l'a mis en congé administratif 2 jours après le mariage, ce qui est sa propre sorte de réponse. Patricia Wells avait fait en sorte que 2 enquêteurs soient présents à la chapelle à titre de précaution, partant du principe qu'un homme faisant face à une exposition imminente pour fraude et détournement de fonds, en présence de sa fiancée, qui avait renvoyé l'affaire lors d'un événement public auquel assistaient 200 personnes, représentait un ensemble de circonstances dans lesquelles la valeur d'avoir des officiers sur place valait la complexité administrative de l'organiser discrètement. Elle avait raison. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. De meilleure qualité, ce qui valait la peine d'avoir des officiers sur place, vu la complexité administrative de l'organiser discrètement. Elle avait raison. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. 3 heures avant la cérémonie. Tessa debout derrière moi. Le miroir devant. Là. Tache sur mon corsage, comme une sombre géographie. Tu ne peux pas marcher. Devant 200 personnes comme ça, a chuchoté Tessa. C'est précisément pour ça que je le peux, ai-je dit. Mon père est entré du couloir. Il a regardé la robe. Son visage est devenu pâle, puis rouge, dans la séquence spécifique que son visage adoptait lorsqu'il rencontrait une injustice et décidait quoi en faire. Et je l'ai aimé à ce moment-là, avec la clarté particulière d'une personne qui a passé 18 mois à observer le parent de quelqu'un d'autre faire exactement le contraire de ce qu'un parent est censé être. Je la porte, ai-je dit. Non. Ma chérie. Oui. Il m'a regardé longuement. Le regard d'un homme qui lit sa fille et prend une décision sur ce qu'il y trouve. Dis-moi quoi faire. A-t-il dit. Marche lentement, ai-je répondu. Tessa avait été briefée, 2 semaines avant le mariage, sur ce qui allait se passer. Pas tout, seulement la partie qu'elle devait savoir pour faire son travail, c'est-à-dire avoir le système de projection chargé et prêt. Avec la cabine avait accessible depuis son téléphone via une connexion Bluetooth appareillée. Et savoir que si Daniel me touchait d'une manière qui ressemblait à une menace physique, elle devait envoyer le fichier complet, préformaté et préadressé à chaque adresse email enregistrée sur le Wi-Fi invité du lieu. Tessa était aussi, dans sa vie professionnelle, parajuriste dans un cabinet qui traitait des affaires de défense pénale au niveau de l'État, ce qui signifiait que sa compréhension des chaînes de preuves et de la relation entre la documentation et les conséquences n'étaient pas théoriques. Elle avait regardé le dossier que je lui avais envoyé et avait dit, avec l'évaluation professionnelle et directe pour
Laquelle je lui faisais confiance, ça va tenir. J'ai enfilé la robe. Le tissu était froid contre ma peau. L'odeur était ce quoi on s'attendait d'une chose trempée dans de la matière organique et laissée à reposer pendant 3 heures. Je me suis tenu là, j'ai respiré à travers, et j'ai ressenti la qualité spécifique d'une décision qui avait été prise et ne nécessitait plus aucune considération. Mon père m'a donné son bras. Prête? A-t-il dit. Prête depuis longtemps, ai-je répondu. Les portes de la chapelle se sont ouvertes. 200 conversations se sont arrêtées. D'abord les sourires, la chaleur sociale automatique d'une foule répondant au signal de la musique et des portes qui s'ouvrent, le réflexe conditionné d'un mariage qui commence, puis la confusion, se déplaçant à travers les bandants. Une vague de l'avant vers l'arrière. Alors que les gens réalisaient ce qu'ils regardaient, puis autre chose, pas tout à fait de l'horreur, quelque chose entre l'horreur et le silence figé particulier des gens qui regardent quelque chose qu'ils n'attendaient pas et n'ont pas encore trouvé la réponse. La tâche s'étendait de la poitrine à la taille, visible de chaque rangée, une plaie sombre exposée. Quelqu'un a laissé tomber un programme. Le son était le plus fort dans la pièce. Les caméras se sont levées, puis baissées, puis se sont levées à nouveau. J'ai marché au rythme convenu avec mon père. Pas vite. Vite? Ça ressemble à de la fuite. Pas lent. Trop lent, ça ressemble à une performance. Le pas d'une femme qui est exactement là où elle a l'intention d'être, faisant exactement ce qu'elle a décidé de faire, et qui voudrait que quiconque la regarde comprenne cette différence. À l'hôtel, le visage de Daniel s'était vidé. De couleur d'un seul coup, comme le sang s'écoule d'un visage quand le corps a reçu une information que l'esprit n'a pas encore entièrement traitée. Il portait une jaquette de deuil, une pochette blanche, les chaussures qu'il avait spécialement faites pour aujourd'hui. Il ressemblait à un homme au début du jour. Le plus important de sa vie qui venait de comprendre que le jour allait être important d'une manière différente de ce qu'il avait prévu. À côté de lui, Eleanor souriait, pas ouvertement, elle était trop expérimentée pour cela. Petit, acéré, le sourire d'une femme qui vient de voir quelqu'un entrer dans la pièce portant la preuve de l'humiliation qu'elle a orchestrée et qui en a conclu que l'humiliation avait réussi. Que la marche dans l'allée, dans la robe abîmée, était le chagrin d'une femme qui n'avait pas d'autre choix. Elle pensait que j'avais sangloté seul dans la loge. Elle pensait que j'avais fui. Elle pensait que la marche elle-même, l'entrée publique dans la robe tachée, prouverait son point devant tout son monde. Que j'étais exactement la chose inférieure qu'elle avait toujours dite. Que j'étais venu quand même parce que je n'avais nulle part où aller. Que ma présence était la preuve de ma petitesse. Elle a mal interprété la marche parce qu'elle ne savait pas ce que je savais. Quand j'ai atteint Daniel, il s'est penché près de moi, le geste d'un marié parlant en privé à sa fiancée à l'hôtel. Maya, qu'est-ce que tu fais bon sang? J'ai souri comme sourit les mariés. Ta mère a oublié une chose, ai-je dit. Je connais le secret qui vous détruira tous les deux. Ses yeux se sont tournés vers Eleanor. Rapidement. Le détournement involontaire d'une personne dont la peur a une adresse spécifique. Le prêtre s'est éclairci la gorge. Chers amis, attendez, ai-je dit. La main de Daniel s'est refermée sur mon poignet. Pas rudement. La pression spécifique d'un homme qui veut que quelque chose s'arrête et communique ce désir physiquement tout en maintenant la fiction que c'est de l'inquiétude plutôt que du contrôle. Ne te ridiculise pas, a-t-il dit doucement. J'ai regardé sa main. Il a lâché prise. Je me suis tourné pour faire face à la salle. Je m'excuse pour le retard, ai-je dit. Ma voix a porté clairement. Jusqu'au dernier banc, ce que Tessa et moi avions testé 2 jours plus tôt. En nous tenant à des positions spécifiques dans la chapelle vide et en parlant à volume normal. Avant de commencer, je voudrais remercier Eleanor Whitmore pour
la note qu'elle a laissée avec ma robe. Un murmure a parcouru les bancs. Le sourire d'Eleanor avait disparu. J'ai levé la note. Connais ta place. Daniel. A prononcé mon nom, bas et urgent. Longtemps, j'ai cru que ma place était haut. Côté de Daniel, ai-je dit. J'ai ignoré l'argent manquant de notre compte. Juin, les appels privés, la façon dont sa mère répondait aux questions qui lui étaient destinées. J'ai regardé Daniel fixement, comme je regarde les documents financiers quand j'ai trouvé ce que je cherchais, et que je veux être très sûr de ce que je vois. Avant de le dire. Puis je me suis souvenu de ma vraie place. J'ai fouillé dans mon bouquet. La clé USB argentée était là, où Tessa l'avait placée en me donnant les fleurs à la porte de la loge. Je suis l'expert comptable judiciaire senior de la division des crimes financiers du procureur de l'État. La pièce est devenue si silencieuse qu'on a entendu Eleanor inspirer. Daniel m'avait présenté à chaque événement de la Fondation Whitmore, à chaque dîner de famille, à chaque occasion où mes compétences professionnelles auraient pu avoir de l'importance, comme faisant des chiffres pour le gouvernement. Comme si c'était un passe-temps. Comme si je comptais des trombones pour gagner ma vie et trouvais cela épanouissant. Comme si l'entité gouvernementale pour laquelle je comptais était si inintéressante que sa nature ne nécessitait aucune précision supplémentaire. J'ai fait un signe de tête à Tessa. L'écran de projection est descendu de son logement au-dessus de l'hôtel. J'avais vérifié son fonctionnement moi-même, un jeudi après-midi quand la chapelle était vide, en accord avec un coordinateur des installations nommé Marcus qui a compris que je devais vérifier le système. Avait, et n'a pas demandé pourquoi. L'écran s'est rempli de documents, de virements bancaires, d'enregistrements de sociétés écrans, d'autorisations de décaissement. Avec des signatures qui ne correspondaient pas aux signataires nommés. Date. Montant, l'architecture peu sexy de la fraude, qui n'est pas cinématographique. Et n'est pas théâtrale, mais qui, lorsqu'elle est affichée à l'échelle d'une chapelle devant 200 personnes, est absolument claire. Daniel s'est dirigé vers moi. La voix de Tessa est venue de la régie son, stable. Et parfaitement calme. Touchez-la, et j'envoie le dossier complet à chaque téléphone connecté au Wi-Fi de ce lieu. Il s'est arrêté. Daniel et Eleanor Whitmore ont utilisé les fonds de la Fondation Whitmore pour payer des dettes personnelles, couvrir des pertes de jeu, et soudoyer un fonctionnaire de l'urbanisme pour approuver le développement de l'hôtel Whitmore. J'ai marqué une pause, non pour les faits, car j'avais appris, en 4 ans de présentation de preuves à des procureurs, des juges et des jurys, que la pause avant l'élément suivant est la façon dont on aide les gens à assimiler ce qu'ils viennent de recevoir. Ils avaient également prévu de me faire signer un document de responsabilité conjointe la semaine suivante, qui m'aurait rendu légalement responsable des dettes de la fondation. Eleanor s'est levée. Elle ment. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran de projection a changé. Des images de sécurité du couloir nuptial. Des images d'une caméra que la chapelle avait installée 18 mois plus tôt, dans le cadre d'une mise à niveau général de la sécurité. Des images qui enregistraient en continu. Sur un système dont j'avais demandé l'accès administrateur, avec des documents du gérant du lieu 3 semaines auparavant, par précaution contre précisément la contingence que quelqu'un accède à mes affaires personnelles avant la cérémonie. Eleanor entrant dans le couloir. Eleanor ouvrant mon placard. Eleanor soulevant le récipient. Eleanor l'inclinant sur la robe avec le soin spécifique et patient d'une femme qui ne veut pas éclabousser. Eleanor glissant la note dans la dentelle. Le son de 300 personnes regardant quelque chose qu'elles ne peuvent pas immédiatement traiter est différent de tout son que j'ai entendu auparavant ou depuis. Ce n'est pas un halètement. Ce n'est pas une exclamation. C'est le son de 200 esprits individuels arrivant à la même conclusion à des vitesses différentes, puis se figeant à mesure que la conclusion s'installe. Éteignez.
Ça, a crié Éléanore. Le cri lui-même, la perte du calme contrôlé et soigné qu'elle avait maintenu. Pendant 2 décennies dans chaque pièce où elle avait jamais été, était une confession en soi. Chaque personne qu'il avait entendu dire « ma chérie » d'une voix affectée, qu'il avait regardé sourire tout en pensant quelque chose de cruel, qui avait peut-être ressenti le poids de cette performance sociale sans avoir de mots pour la décrire, l'a entendu dans ce cri. Qui elle était. Réellement, arrivant dans une pièce pleine de gens qui avaient passé des années à recevoir la performance de quelqu'un d'autre. Les portes latérales se sont ouvertes. 2 hommes en costume sombre sont entrés avec l'économie décontractée de personnes qui sont arrivées là où elles s'attendaient à arriver, et ne sont pas surprises par ce qu'elles trouvent. Les enquêteurs Reeves et un collègue que je n'avais pas rencontré. Thomas Reeves a reconnu la pièce comme les enquêteurs expérimentés reconnaissent les pièces, la cataloguant sans avoir l'air de la cataloguer, s'orientant avant de bouger. Il s'est arrêté à côté de Daniel. Daniel Whitmore, vous devez nous accompagner. Daniel m'a regardé. Le regard d'une personne qui a décidé que ce qui lui arrive doit être la faute de quelqu'un d'autre et a identifié le candidat le plus proche. Tu m'as piégé, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Tu as commis des crimes dans des emails que tu m'as copiés parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour les lire. Ils lui ont pris le bras, puis celui d'Éléanore. Les genoux d'Éléanore ont failli céder, non pas par émotion, je pense, mais par reconnaissance. Parce que Reeves était un visage qu'elle avait peut-être déjà rencontré dans des contextes professionnels. Et cette reconnaissance, arrivant dans cette pièce, lui disait quelque chose sur le temps que la documentation avait mis à s'accumuler. Ils les ont fait descendre l'allée, sous les roses blanches que l'assistante de Daniel avait passé 3 semaines à trouver. Passant devant les lustres en cristal que la salle avait installés spécifiquement pour l'esthétique des Whitmore. À travers les invités qu'ils avaient passé des décennies à impressionner. Les membres du conseil d'administration, les politiciens, les donateurs de la fondation, les gens pour qui ce mariage était censé représenter la continuation de quelque chose de soigné, de poli, d'incontestable. Aux portes, Éléanore s'est retournée. J'ai regardé ma robe abîmée. Puis je l'ai regardée. Je n'ai rien dit. La pièce avait déjà tout dit. C'est ce jour-là que tout le monde a enfin vu la tache